Et rebonjour à tous, c'est Zachem et on continue d'être sur le Salon international des jeux de Cannes 2023 et aujourd'hui on va se trouver avec Crowdfunding Agency et Antoine qui va nous présenter les dernières nouveautés qu'ils ont sur leur stand. Bonjour Max, bonjour à tous. Merci d'être venus sur notre stand. Donc The Crowdfunding Agency, c'est une agence qui promeut des jeux sur Kickstarter en consulting et en management. Et ça nous permet du coup d'amener des petites sorties sympas. Comme sur cette table, vous pouvez voir qu'on a déjà travaillé sur Cthulhu, le tarot customisé, sur Rise and Fall, sur Northgard qui n'est pas là mais qui arrivera juste après, et sur Metal Adventure. Donc on fait autant des jeux de rôle que des jeux de plateau dans divers univers. Et là, aujourd'hui, on a deux choses à vous annoncer qui sont plutôt pas mal. Une qui a été teasée très récemment, qui est Cyclades Legendary Edition. Ça va être la nouvelle version Director's Cut de Cyclades, qui est un jeu développé il y a une quinzaine d'années par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, donc des pointes légèrement connues dans le milieu du jeu de plateau. Et cette version de Cyclades va arriver avec pas mal d'améliorations qui vont pas être compatibles avec la version précédente, mais un rework et un redesign de toutes les figurines qui sont somptueuses, un système d'enchères qui a été modifié pour être redynamisé et éviter les parties trop longues, et plein de petits tweaks et de mécaniques comme ça qui font que le jeu va gagner en intensité et en dynamisme tout en gardant son ADN d'origine qui est de l'enchère, de l'optimisation de placement, de la conquête et du développement. Donc le jeu va être annoncé sur Kickstarter probablement d'ici quelques mois, donc début Q2 2023, fin Q2 2023 pardon. Et c'est voie à changer, mais on va essayer de tenir cette deadline. Et puis on espère que vous serez nombreux. On a déjà plus de 4000 et quelques abonnés et on vous remercie tous de partager votre plaisir, votre engouement pour le jeu. Et on a ensuite Hope Chronicle of Osmae. Donc ça c'est un jeu qui est un peu particulier, qui va arriver plus tard, disons fin d'année ou début d'année prochaine. C'est un croisement entre un jeu de rôle et un jeu narratif sur table, à base de battle maps dans un grand livre à spirale, qui va proposer un scénario d'une quinzaine, une histoire d'une quinzaine de scénarios, qui a été rédigé par un auteur par un scénariste de film. Du coup, on a 2 ans et demi de background de création de mythes original. Et lorsque je vous ferai le pitch, vous vous sentirez peut-être devant une série Netflix. Donc c'est un jeu qui proposera des figurines entre 18 et 20 mm. Comme vous pouvez voir sur le plateau, c'est le format plus les monstres à l'échelle qui seront de cette taille-là, qui sont assez impressionnantes. Et ce jeu va être intéressant à plus d'un titre, déjà parce qu'il a une très forte composante narrative. Il va également garder un petit côté RPG où on va faire monter en compétence son personnage ou les mercenaires qu'on embauchera ultérieurement pour aller au combat sur les battle maps. Les items vont proposer de l'usure, donc attention, ce n'est plus je fais un scénario, je bois ma potion et le scénario d'après elle se remplit comme par magie. Donc il faudra penser à re-remplir, à recréer des items ou à les réparer s'ils sont usés d'un scénario à l'autre. Et le jeu sera intercalé avec des phases de placement d'ouvriers d'Eurogame sur une map qui représente une phase de campement en fait, et dans lequel on aura un jeu d'influence qui va impacter les scénarios suivants au niveau de l'aventure et au niveau des prochaines phases de placement d'ouvriers. Donc c'est très très riche et très très dense, et vraiment l'univers est peaufiné aux petits oignons, et c'est un très très bel univers qu'on a hâte de promouvoir sur Kickstarter. Mais du coup, Antoine, maintenant on te laisse nous présenter un autre jeu que tu nous as déjà un petit peu... subtilement teasé. Exactement, subtilement teasé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Hope ? Ouais, bien sûr. Alors Hope Chronicle of Osmae est un jeu, une petite pépite qui se prépare pour la fin de l'année, qui va être un croisement entre un jeu narratif de plateau et un RPG, qui bénéficie de l'expérience de Fabien qui est avec nous aujourd'hui, scénariste qui a travaillé pendant 2 ans et demi sur tout l'univers et la mythologie de ce jeu. Donc je vais lui laisser prendre la parole pour vous le présenter, et attendez-vous à regarder une série Netflix. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est ce que tu disais, que du coup c'était digne d'une bonne série. C'est un jeu donc en campagne qui va alterner 2 phases. On est dans un univers de dark fantasy un peu à la Game of Thrones sans magie.
Et en fait, chaque joueur va incarner le chef d'une maison. Il y a 4 maisons régnantes au début de la partie. Et chaque maison a des caractéristiques particulières, des compétences particulières. Et ils vivent sur un continent qui est ravagé par des ennemis qui s'appellent les clairvoyants, qui sont une bande de type armé, un peu comme des espèces de paladins mauvais, on va dire. Et ils ont une croyance en une déesse, qui est la déesse Aya, qui vit sur une île, pas très loin de leur côte, et dans une île qui est recouverte d'une brume mortels, et à la manière du Valhalla, depuis des siècles et des siècles, ils envoient leurs héros morts sur des bateaux qui traversent la brume, disparaissent et renaissent sur cette île pour défendre leur déesse et devenir immortels. Ça, c'est leur mythologie. Et depuis 10 ans, ils sont complètement ravagés par ces clairvoyants qui ont envahi complètement leur continent. Et on se retrouve, donc la campagne commence dans un prologue. Sur le port, il y a un port qui est en flammes, envahi par les clairvoyants. C'est le dernier refuge que vous avez. Et l'aventure débute ce matin. La brume s'est levée, vous voyez l'île de votre déesse. Vous prenez ça comme un signe qu'elle vous offre l'hospitalité, qu'il faut à tout prix monter sur ces bateaux et vous rendre sur cette île. Et donc le prologue va vous amener sur le port et vous allez devoir, donc jeu de figurines, alors un peu RPG comme disait Nicolas, parce que en fait il y a Antoine, pardon, un peu RPG comme disait Antoine, parce que vous allez créer votre personnage un peu comme vous le voulez. Contrairement à des dungeon crawlers, les personnages ne sont pas pré-tirés. En fait, vous voyez sur le plateau, il y a 3 caractéristiques. Et vous allez avoir un nombre de cubes au premier niveau que vous allez répartir entre ces 3 lignes. Et à chaque niveau que vous allez gagner, vous allez pouvoir mettre un cube supplémentaire au choix sur une des 3 lignes. Vous allez choisir des personnages, et en fait ces personnages vont arriver sous la forme d'un petit blister comme ça. Donc vous aurez une description de la famille, une description du personnage, mais vous n'en saurez pas beaucoup plus. Et vous allez défaire ce blister et vous allez poser votre carte sur le personnage. Et vous allez découvrir qui est le personnage, sa petite backstory et des compétences et évidemment du matériel, donc que vous allez poser façon dungeon crawler sur les différents slots prévus à cet effet. Et donc la particularité du jeu par rapport à d'autres jeux de même type en campagne, c'est que là, si vous mourrez, le personnage meurt. Vous ne resettez pas les aventures. En fait, votre personnage va mourir et vous allez engager d'autres mercenaires. Donc votre chef de famille va rester en fait sur place et vous allez engager d'autres mercenaires pour quoi faire ? Pour aller découvrir l'île d'Osmé, puisque à la fin du prologue, vous allez embarquer sur des bateaux. Vous allez arriver sur l'île d'Osmé, persuadé que votre déesse vous attend, vous accueille, que tous vos héros ressuscités depuis des siècles sont là et vont évidemment vous défendre contre les clairvoyants. Et en fait, la plage est déserte. La déesse n'est pas là. Et donc vous ne savez pas quoi faire. La brume s'est refermée derrière vous. Donc vous ne pouvez pas repartir et les clairvoyants n'ont pas pu vous suivre. Et donc vous vous retrouvez sur cette île à devoir créer un campement de survivants. Vous êtes à peu près entre 100 et 200. Et à devoir explorer cette île pour comprendre, pour aller chercher votre déesse, pour savoir où elle est et comprendre exactement ce qui s'est passé. Et donc en fait le jeu va alterner une phase de dungeon crawler, donc pas avec des tuiles mais avec des maps dans un espèce de cahier comme ça à spirale, avec des maps où chaque aventure sera vraiment totalement dessinée. Donc tout le artwork est fait par Klaus Pillon, qui est un dessinateur qui a bossé beaucoup dans les jeux et les jeux vidéo notamment. Et donc vous allez devoir remplir des missions. Il y a une quinzaine de missions sur le jeu de base et il y a une plus grande campagne qui s'étend. Mais qui sera présenté en Kickstarter. Et sur la page de gauche, vous avez toute l'IA des monstres que vous allez gérer, où là aussi on essaye de garder la surprise au maximum. Vous ne placez pas tous les monstres au départ, il y a des zones que vous allez dévoiler. Donc en fait, quand vous découvrez la page, elle va être comme ça, avec une illustration qui est liée au setting et à l'aventure. Et vous allez poser les cartes des monstres. Bon, tout ce que vous voyez, c'est en mode prototypal, hein, donc voilà. Et vous allez jouer en fait des monstres avec des petits socles de couleurs qui vont vous permettre de les diriger. Une autre caractéristique de un peu jeu de rôle, c'est que les dégâts que vous allez faire, ils vont impacter les points d'expérience que vous allez récolter. Donc vous allez monter en expérience, monter en niveau, et à chaque fois que vous allez récolter des blessures, et vous allez mettre des blessures aux ennemis, vous allez les mettre dans des petits slots comme ça.
Donc chaque ennemi a sa petite zone et en fait une fois que l'ennemi va être mort, donc il y a un bonus pour le coup fatal qui va vous rapporter de l'influence parce que vous allez rentrer au campement et vous allez dire moi j'ai buté tel monstre, etc. Donc ça va être hyper important et celui qui aura fait le plus de dégâts, qui aura posé le plus de cubes sur le monstre va remporter une certaine somme de XP, le deuxième une autre somme de XP et le troisième 0 XP. Donc en fait tout le monde n'est pas récompensé de la même manière. Soigner récompense aussi en points d'expérience. L'idée c'est pas de privilégier forcément que le combat. Et donc il y a toute cette phase avec des découvertes, chaque scénario n'est pas un kill all enemies où il faut tuer tous les monstres. Chaque scénario a une mission particulière avec des zones particulières. On est sur des figurines de 20 mm. Donc l'idée c'était, truc hyper important pour moi, c'était d'avoir un jeu qui prenne pas trop de place sur la table. Donc d'où l'idée du cahier, c'est-à-dire que là on sait que ça tient sur le cahier, et d'où l'idée aussi des figurines de 20 et non pas de 32, c'est parce que ça permet d'avoir un cahier raisonnable et un nombre de cases. Là on est à peu près sur 200 cases. Ouais, c'est bien, c'est suffisant pour... Donc c'est très vaste, voilà, c'est très vaste et ça permet, après avec des monstres plus ou moins gros, là on spoil un peu, mais c'est des monstres qui seront sur l'île que vous allez explorer. Forcément. Mais c'est aussi pour montrer que le 20 mm, à la manière de Joan of Arc, qui permet d'avoir une différence de taille entre les... Bah oui. Ouais, et t'as pas du kilo plastique avec des monstres gigantesques qui font des boîtes aussi gigantesques que ça. En tout cas, c'est une bonne idée le cahier, je trouve, parce que moi, personnellement, étant rôliste, je sais que c'est le type de matériel que je vais pouvoir réutiliser pour des sessions, des campagnes ou autres. Et ça marche super bien parce que même là, j'ai des figurines, je peux m'en servir pour faire du donjon et dragon ou autre. Ouais, donc c'est vraiment une très bonne chose. Moi, je suis très friand de ce type de contenu-là, en termes de matériel. Et en fait, on a essayé aussi de faire un principe de jeu pas trop compliqué. Donc c'est un jeu sans dés. Il n'y a pas de dés. Et en fait, ça fonctionne sur un principe de compétence. Chaque personnage, quand il va arriver dans son petit blister, donc les 4 chefs de maison, et après, il y aura entre 12, en fonction du succès du Kickstarter, mais il y aura minimum 12 mercenaires que vous pourrez engager et potentiellement 16. Et en fait, chacun va arriver avec ses propres compétences. Il y a des compétences communes, se soigner, courir, franchir des obstacles, etc. Et il y a des compétences particulières qui sont liées à la personnalité de chacun. Donc vous allez pouvoir faire les caractéristiques comme vous le voulez. Mais par contre, vous allez avoir des compétences que vous allez choisir. Et le grand principe du jeu, c'est que vous avez 3 actions par tour de joueur. Et à chaque action, vous pouvez faire une pléthore de choses. Vous déplacer et jouer des cartes compétences. Et ces cartes compétences, elles vont générer de la fatigue qui vont en fait venir polluer votre main. Sachant que vous avez un nombre limite de cartes dans votre main, pas plus de 10. Et donc il va falloir en permanence gérer, se reposer pour défausser des cartes fatigue, etc. Donc ça, c'est des cartes compétences particulières. Et puis vous avez du combat de base, attaque au contact, attaque à distance. Autre truc un peu rôliste, dont Antoine parlait de côté jeu de rôle, c'est que les armes et les armures s'abîment par exemple. Donc là, vous avez un principe de point de résistance qui sera fait avec une espèce de petit curseur, pas sous forme de case. Mais à chaque fois que vous allez faire une parade, par exemple, votre arme elle va s'abîmer parce qu'elle se prend un gros coup. Votre armure, à chaque fois qu'elle va encaisser des dégâts, et vous allez devoir cocher et elle va s'abîmer aussi. Et quand elle sera totalement remplie, vous ne l'aurez plus, vous serez obligé de la retourner, vous n'aurez plus de protection. Okay. Tout ça, c'est pour essayer de simuler un côté un peu réaliste quand on parlait de séries télé. Enfin voilà, l'idée à chaque fois, c'est qu'on s'est dit, tiens, est-ce que ça fonctionnerait dans un audiovisuel, entre guillemets, une série ou un film. Et donc, vous avez toute cette phase de Dungeon Crawler. Et quand vous avez fini la phase de Dungeon Crawler, il y a une phase, je vais pousser juste les figurines pour vous montrer, parce que c'est aussi l'alternance de ces scénarios. Donc vous avez un objectif principal, vous avez la possibilité aussi de revenir dans les maps, même si vous avez gagné l'objectif principal. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais en gros, vous avez la possibilité de revenir. Si vous perdez, si vous n'arrivez pas à remplir votre objectif, c'est pas un reset où vous revenez et en gros, c'est les mêmes monstres au même endroit. Les monstres seront différents, il y a un setup différent dans un livre spécial. Et une fois que vous avez fini ça, et en fait, vous êtes dans une exploration, donc vous revenez dans votre campement où les 4 familles se sont mis et là tout d'un coup c'est un truc compétitif, là vous êtes totalement coopératif et c'est un jeu compétitif qui commence, qui est une phase de gestion en fait, qui a une espèce de mini-euro en fait de gestion de votre campement
Et là, c'est totalement compétitif. Chaque maison est un peu aux quatre coins de la colonie. Et c'est là où l'influence va rentrer en jeu, en fait. Et là, l'influence va rentrer en jeu. Et ça va être une gestion de ressources. Donc vous allez, encore une fois, c'est prototype, mais vous allez avoir du moral à gérer, le moral de vos gens. Vous allez pouvoir engager des colons. Donc il va y avoir des petites cartes qui vont vous amener des trucs. Vous allez avoir des cartes intrigues qui sont un peu des coups de salaud que vous allez pouvoir faire aux autres joueurs. Et c'est là que vous allez réparer votre armure en allant chez les Fierpal qui eux sont spécialistes dans la forge, armure et armes. Donc vous allez aller réparer vos armes et vos armures. Vous allez pouvoir aller chez les Brumes Verts qui sont un peu les scientifiques qui eux concoctent des potions. Et vous allez pouvoir aller chercher des nouvelles potions, sachant qu'une potion, pareil, quand vous la dépensez, elle est jetée. Vous ne l'avez plus, il va falloir en refaire une autre. Vous ne la regagnez pas automatiquement. Donc tout ça, c'est un espèce de système qui se déploie sur la campagne. Et ça, c'est totalement compétitif. Et donc vous allez petit à petit essayer de récupérer de l'influence et asseoir votre domination sur le campement. Et là, c'est totalement la partie de vos chefs de maison qui eux vont engager des mercenaires et leur dire maintenant tu vas explorer sur l'île et là hop vous repartez à nouveau. En mode donjon crawler. Et entre les deux, un peu à la manière de Gloomhaven, vous avez des cartes événements qui sont des cartes événements avec plus de choix, qui seront sous une forme tarot, de cartes tarot, où vous allez avoir des événements qui vont se passer, qu'il va falloir gérer. Genre, il n'y a plus de ressources de nourriture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de raser la forêt alors que c'est une forêt sacrée? Est-ce que vous décidez d'aller chasser? Est-ce que vous décidez... Et chaque... alors, on voulait donner aussi toujours, parce qu'on est, Christophe et moi qui avons créé le jeu, on est des gros joueurs de jeux de rôle, donc on voulait un peu mettre la notion d'alignement. Donc on a créé ce qu'on appelle le comportement. Chaque famille a un comportement particulier et elle va essayer d'influencer le campement et les autres en essayant de faire pencher, donc c'est cette croix là de comportement, en essayant de faire pencher le comportement général. Donc vous avez Florio qui est vénal, les Brumes Verts qui sont élitistes parce que c'est les scientifiques, les guerriers qui sont plutôt inflexibles, les rangers qui sont plutôt... Alors il n'y a pas de classe par exemple, vraiment vous pouvez faire les personnages que vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous tirez un guerrier, si vous avez envie d'en faire un mec à distance, il suffira de lui prendre un arc au lieu d'une épée et hop on est reparti. Et de prendre de l'agilité sur la feuille. Et de prendre de l'agilité. Il y a un système d'initiative aussi avec une rivière là, qui va se poser là et qui va permettre de découvrir l'initiative de manière aléatoire, enfin pas aléatoire justement parce que c'est votre agilité et l'agilité des monstres. Je parle beaucoup trop vite et beaucoup trop, mais en gros, non mais parce que c'est très. On voit que vous êtes passionné en fait. Que non mais c'est super foisonnant. Donc c'est super intéressant de. C'est super foisonnant et en fait il y a un lore autour de tout ça qui est à la fois sur l'origine des familles, l'origine de cette île, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça va vraiment, c'est ce que tu disais sur le côté Netflix, ça va vraiment dérouler comme une série à suite. C'est pas juste c'est une campagne en fait, comme un jeu de rôle où la campagne elle est complète et elle peut être jouée. Ouais. Du coup ça m'emmène à deux petites questions. Une fois que la campagne est terminée, est-ce qu'il y a un moteur ou quelque chose pour pouvoir rejouer le jeu? Alors tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'on peut revenir sur un lieu, que ça va changer les monstres ou autres. Ouais. Mais est-ce qu'une fois que la campagne est accomplie, il y a je sais pas un mode New Game Plus ou autre chose qui permettra de refaire la campagne avec des éléments qui sont altérés, un peu plus difficiles, ou un moteur de génération aléatoire de scénarios, quelque chose comme ça qui ont été prévus? Alors non, a priori parce que vraiment c'est pensé comme Pandemic, Legacy, on a saison terminé 0 ou 1 ou Legacy, 2. okay. C'est vraiment le côté Legacy, ça raconte une histoire. Après, nous on a 2 autres jeux en tête qui sont dans ce monde-là. Okay. Donc qui seraient potentiellement des suites ou qui seraient des prequels. Et il y a des one-shots qui sont débloqués aussi au fur et à mesure, qui seront aussi débloqués au fur et à mesure de la campagne Kickstarter, mais qui sont aussi des one-shots qu'on peut éventuellement rejouer. Mais déjà, 15 scénarios, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. J'avais une autre question après, donc tout à l'heure vous avez évoqué le fait que quand un personnage y meurt, c'est définitif. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de personnages disponibles? Alors, si je le dis là, je spoil un truc, donc je vais pas le spoiler. Donc, ça a été prévu vraiment. Ça a été totalement prévu. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, quand votre personnage va mourir, vous allez foutre tout ce petit paquet dans une petite enveloppe noire, comme un cercueil. Comme un cercueil. Vous allez le foutre de côté et vous pouvez par exemple le laisser dans un scénario si vous n'avez pas le temps pour x ou y raison d'aller chercher le corps. Et on peut vous laissez, vous notez le numéro du scénario et le numéro des coordonnées et hop, vous mettez ça dans une sorte de cimetière entre guillemets. Et vous allez potentiellement pouvoir venir le rechercher, récupérer ses armes. Il faut rien gâcher. Il faut rien gâcher. Rien gâcher. Exactement. Ouais.
Et du coup, donc ça sort quand sur le Kickstarter? Au niveau des dates et de C'est là que comment je ça me va tourne être vers lancé. Antoine. C'est là où je repasse la main, Antoine, du coup. Pour l'instant, la date n'est pas encore actée. À mon avis, on sera sûrement sur la fin d'année ou Ok. début d'année 2024. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore posé, mais c'est en cours de discussion avec l'éditeur qui va porter le projet. Mais voilà, on espère le porter en fin d'année, si tout se passe bien. Il y a un truc aussi qui est important peut-être à dire, c'est que chaque joueur, chaque mercenaire a non seulement une backstory, mais aussi une quête personnelle qui est totalement indépendante de la campagne. Donc ça, quand tu parles de rejouabilité, en tout cas de continuer, tu peux très bien finir une campagne avec un mercenaire qui n'a pas résolu sa quête. Donc Et les quêtes vont être recommencer, très variées, c'est pas que aller chercher X pièces d'or ou tu peux aller trouver une solution à quelque chose un peu à la manière du dilemme du roi. Tu sais pas exactement quelle est, enfin, tu vois ta quête, mais c'est genre trouver le secret de machin, mais tu ne sais pas exactement. Et ça va se déployer dans le scénario. Tu vas trouver des indices, il va y avoir plein de petits jetons avec des points d'interrogation qui vont te donner des indices dans un livre des révélations. Sachant qu'on a essayé, on a beaucoup joué à Tainting Grail de par le passé, on a fait tout Gloomhaven, enfin, donc c'est aussi, ce jeu-là, c'est un passion project, comme moi je l'appelle, qui est né aussi de toutes nos expériences de jeu. Et dans le narratif, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de faire un narratif trop long. C'est-à-dire que c'est très narratif, mais chaque événement qui fait basculer l'histoire, on essaye de le concentrer au maximum pour pas se poser à avoir à lire une page entière pour faire avancer l'histoire. Donc c'est pour ça que ça va être sur des cartes tarot, c'est parce que ça va être des petits textes pour essayer d'être dynamique et de faire avancer au maximum l'histoire. D'accord. Du coup, pour la partie Kickstarter, ce sera plus fin d'année, début d'année prochaine. Est-ce qu'entre-temps, vous avez prévu d'autres événements pour présenter l'avancement du jeu? Par exemple, Paris Ludique début juillet, est-ce que vous serez présent sur d'autres salons? Est-ce que vous avez déjà une idée un peu de comment ça va se passer? Ou est-ce que le prochain gros rendez-vous, ce sera vraiment le Kickstarter? Alors, à PEL, on ne sera pas présent sur un stand. En tout cas, moi, j'y serai en double casquette pour présenter, pour voir un peu ce qui se fait et puis discuter des jeux qui sont en cours. Mais c'est pas prévu que je présente à PEL. Peut-être que tu y seras, que tu es de la région. Moi j'y serai, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Essen qui va être le... Mais voilà, le prochain gros rendez-vous, à mon avis, sera plutôt Essen, là où on aura un salon, et Fige 2024. Eh bien, on prend note du coup pour les rendez-vous, pour voir la suite et l'évolution de Hop. Avec plaisir. Merci en tout cas à tous les deux pour cette petite présentation. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt chez Entre Jeux Cibles. À bientôt. Exactement.